On est encore avec Diego Fusaro, le philosophe italien, qui dans son livre Minima Mercatalia, philosophie du capitalisme, a donné une lecture très particulière du 68. Il va nous expliquer cette lecture du 68. La mia lettura del 68 capovolge le letture dominanti che vedono nel 68 un momento di rivoluzione contro il capitale e di emancipazione. Ma lecture du 68 bouleverse toutes les lectures traditionnelles qui voient dans le 68 même une révolte contre le capital et ses structures. Certo, quando si parla di 68 sarebbe corretto parlare di 68 al plurale, perché il 68 a Parigi non è stato come il 68 in America o in altre parti del mondo. Bien sûr, quand on parle de 68, il serait mieux de parler de 68 au pluriel, parce que le 68 en Amérique n'a pas été le même que le 68 en France, ou en Italie ou ailleurs dans le monde. E tuttavia credo che si possa con Hegel individuare una logica di sviluppo del fenomeno storico e dunque individuare la logica del 68 al di là delle molteplici forme storiche in cui si è manifestato. Et quand même avec Hegel, je pense qu'on peut tracer une logique antérieure au phénomène et grâce à ça, individuer une logique interne au mouvement du 68. Se le letture tradizionali presentano il 68 come rivoluzione contro il capitale e per l'emancipazione, io lo leggo invece come momento di emancipazione non dal capitale, bensì del capitale. Si les lectures traditionnelles, normalement, lient dans le 68 un monde de libération et d'émancipation et de révolte contre le capital, moi, pour ma part, dans ma lecture, je lis le 68 comme un moment d'émancipation, non pas contre le capital, mais du capital. Infatti il 68 è, nella mia lettura, l'anno in cui il capitalismo si libera della borghesia e della cultura borghese. En fait, dans ma lecture, le 68 est l'an dans lequel le capitalisme se libère définitivement de la bourgeoisie et de sa culture et de ses limitations. Bisogna, per capire il 68 in questa sua logica, distinguere attentamente la borghesia dal capitalismo. Il faut, pour comprendre le 68 dans sa lutte, distinguer correctement la bourgeoisie du capitalisme. Il capitalismo è un processo di produzione, direbbe Heidegger, un Gestell, un dispositivo, che ha come unico fine l'insensata crescita di se stesso e della produzione. Le capitalisme est un système de production qu'avec Heidegger on peut définir comme Gestell, dispositif, c'est-à-dire qui a comme son fin ultime l'accroissement insensé de l'argent et de la production. La borghesia, invece, è una classe dialettica che, a partire dall'epoca dell'illuminismo, per un verso si trova a proprio agio nel capitalismo perché nel capitalismo essa è classe dominante. Au contraire, la bourgeoisie, c'est une classe dialectique
qui, dès l'illuminisme, a été à l'enterre du capitalisme et dans lequel elle se trouve à son aise parce que dans le capitalisme, la bourgeoisie a été la classe dominante. Per un altro verso, però, la borghesia, proprio perché è erede dei lumi, dell'illuminismo, e quindi è in cerca dell'emancipazione universale, è portata a contestare il capitalismo. Par contre, la bourgeoisie, en tant qu'héritière des Lumières, de l'illuminisme, est emportée par nécessité à critiquer le capitalisme en vue de l'idéal de l'émancipation universelle. La borghesia vuole l'emancipazione universale del genere umano e la vede contraddetta dal capitalismo stesso che genera schiavitù, alienazione, sfruttamento, colonialismo. La bourgeoisie désire l'émancipation universelle du genre humain, mais elle la voit contradite par le capitalisme lui-même, qui, au contraire, engendre l'esclavage, la servitude et l'aliénation de l'humanité. Nasce pertanto all'interno della borghesia stessa quella che con Hegel chiamo la coscienza infelice borghese. Pourtant, au-dedans de la bourgeoisie elle-même, naît ce phénomène qu'avec Hegel, j'appelle la conscience malheureuse. La borghesia, cioè, proprio perché ha coscienza infelice, vuole l'emancipazione e la vede contraddetta dal suo stesso mondo storico dominante, il capitalismo, è portata poi a lottare contro il capitalismo. C'est-à-dire la bourgeoisie qui désire l'émancipation universelle, voit ce désir nié par le monde historique même dans lequel elle est dominante, c'est-à-dire par le capitalisme. Et pour cela, la bourgeoisie lutte au final contre le capitalisme. Marx e Hegel, ad esempio, sono due pensatori borghesi e anticapitalisti. Par exemple, Marx et Hegel sont deux penseurs qui sont en même temps bourgeois et anticapitalistes. Marx cerca la rivolta comunista come superamento del capitalismo e per questo si schiera dalla parte del proletariato contro il capitalismo. Marx cherche la solution à la révolte communiste comme moment de comme le moment qui nous permet de supérer le capitalisme. Et pour cela, il s'allie avec le prolétariat. Hegel, dal canto suo, nei lineamenti di filosofia del diritto, mette la potenza etica dello Stato al di sopra dell'economia di mercato, disciplinandola. Hegel, par contre, dans son œuvre La philosophie du droit, voit dans l'État l'institution qui peut contrôler l'économie de marché et peut faire ça en tant que supérieure comme institution au marché lui-même. La fase del capitalismo che in minima mercatalia ho chiamato dialettica e che va dalla fine del Settecento fino e si conclude nel 1968 si spiega dunque nel modo che ora dirò. La phase du capitalisme que dans mon livre Minima Mercatalia j'appelais dialectique et qui part dès la fin du XVIIIe siècle et arrive au 68, s'articule dans la manière que je vais expliquer maintenant. Si ha
una lotta contro il capitalismo che si regge sull'unione, per dirla con Hegel, fra la coscienza infelice della borghesia e le lotte per il riconoscimento del lavoro servile del proletariato. Il y a une lutte contre le capitalisme qui s'engendre à partir de l'union entre la conscience malheureuse de la bourgeoisie, et ça c'est la définition d'Hegel, et les luttes pour les droits conduites par le prolétariat. Questa situazione di lotta contro il capitalismo che vede unite la coscienza infelice borghese e la lotta del servo proletario termina nel 1968. Cette lutte contre le capitalisme qui résulte de l'unité entre la conscience malheureuse bourgeoise et l'effort de la classe ouvrière, du prolétariat, va terminer en 1968. Nel 1968 il capitalismo uccide la borghesia. En 1968, le capitalisme tue la bourgeoisie. Il 68 è l'anno in cui il capitalismo lotta contro la borghesia e diventa capitalismo assoluto e antiborghese, cioè il capitalismo odierno. En 1968, c'est l'année dans laquelle le capitalisme lutte contre la bourgeoisie et par cela va devenir capitalisme absolu, c'est-à-dire capitalisme anti-bourgeois, ou au final, on pourrait dire le capitalisme qu'on connaît maintenant. Il capitalismo deve uccidere la borghesia per due motivi fondamentali. Le capitalisme doit tuer la bourgeoisie pour deux raisons fondamentales. In primo luogo deve ucciderla perché la borghesia può pur sempre dar luogo alla figura della coscienza infelice e quindi a Marx e a Hegel. D'abord, il faut que le capitalisme tue la bourgeoisie parce que la bourgeoisie peut engendrer la conscience malheureuse et donc engendrer des personnages comme Hegel et Marx. Per questo, dal 68 ad oggi, non esiste più la borghesia, infatti. C'est pour ça que à partir de 68 jusqu'à maintenant, la bourgeoisie n'existe plus en fait. Vi è solo una global class apolide e senza la grande cultura borghese che è passata dalla coscienza infelice moderna alla odierna incoscienza felice. Il y a seulement une global class, pour le dire en anglais, une classe globale, qui n'a plus de conscience malheureuse, qui est apolide, et qui enfin, en lieu de la conscience malheureuse de Hegel et Marx, est passée à la inconscience heureuse. Il capitalismo deve poi uccidere la borghesia per un secondo motivo. Le capitalisme doit après tuer la bourgeoisie pour une deuxième raison. La borghesia ha una sua sfera di valori etici, morali, religiosi che sono alla lunga incompatibili con un capitalismo pienamente sviluppato. La bourgeoisie emporte avec elle un ensemble de valeurs éthiques, moraux, religieux, qui sont au final en contraste avec le capitalisme réalisé. Il capitalismo realizzato o assoluto è infatti quello in cui tutto a livello sia reale sia simbolico diventa merce. Le capitalisme réalisé ou absolu, c'est le capitalisme dans lequel tout devient objet de mercification. Per questo, appunto, il capitalismo nel 68 uccide la cultura borghese del limite, della morale, della religione e dell'etica.
C'est pour ça qu'en 1968, le capitalisme, tout, la culture bourgeoise, de la limite, de la morale, de l'éthique et de la religion. Il capitalismo dal 68 ad oggi diventa esso stesso antiborghese e quindi assoluto, pienamente realizzato, sciolto da tutti i vincoli borghesi. Le capitalisme en soi-même devient, dès 1968, totalement anti-bourgeois, absolu, c'est-à-dire pas plus lié au vaincre de la société bourgeoise. Il capitalismo assoluto odierno è perfetta realizzazione di tutti i motti delle proteste del 68. Le capitalisme absolu, d'après 1968, totalement réalisé, est parfaitement décrit dans les motos des protestes de 1968. Vietato vietare, non esiste l'autorità, godiamo illimitatamente, sono tutti motti del 68 che divengono pienamente realizzati oggi nel capitalismo assoluto. Défendre, il n'y a pas d'autorité, joyons sans limite, sont tous des motos qui ont trouvé leur pleine réalisation dans le capitalisme absolu qu'on voit aujourd'hui totalement réalisé. Il capitalismo assoluto odierno è esso stesso sessantottesco e antiborghese. Le capitalisme absolu d'aujourd'hui est en soi-même typique du 68 et en tant que tel anti-bourgeois. Le norme fondamentali del capitalismo assoluto e sessantottesco sono quelle per cui tutto è possibile purché ve ne sia sempre di più e purché si abbia l'equivalente monetario per poterselo permettere. Les lignes guides fondamentales du capitalisme typique du 68, du capitalisme absolu, sont celles par lesquelles on dit que tout est possible en tant qu'on a les moyens pour acheter des biens et pour pratiquer la vie qu'on veut. La distruzione che avviene nel 68 della cultura borghese del padre dell'autorità è un punto di passaggio per il capitalismo assoluto. La destruction qui vient en 1968 de la figure du père et donc de l'autorité, c'est un point de passage au capitalisme absolu. Il capitalismo assoluto è il capitalismo, come l'ha definito Lipovetsky, del self-service generalizzato, dove puoi fare tutto quello che vuoi a patto che tu abbia i soldi per poterlo fare. Le capitalisme absolu d'après 1968, c'est le capitalisme qui, comme l'a dit Lipovetsky, est caractérisé par le self-service généralisé, c'est-à-dire tu peux faire tout ce que tu veux si tu as l'argent pour payer. Il capitalismo dopo il 68 è un capitalismo che io chiamo anche capitalismo edipico. Capitalisme d'après dès 1968, c'est aussi le capitalisme que moi je définis comme capitalisme édipique. La figura di Edipo è quella che uccide il padre, simbolo della legge, e poi gode incestuosamente, in forme illimitate, con la madre. Le capitalisme édipique, c'est le capitalisme qui a tué le père dans la forme des lois, et puis jouit sans limite et de manière incestueuse avec sa mère. Così avviene oggi nel capitalismo assoluto, in cui in assenza di una legge dell'interdizione il godimento illimitato e mercificato individuale domina incontrastato.
Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui avec le capitalisme édipique, où la jouissance est illimitée et sans interdiction règne souveraine. Tutte le patologie nel capitalismo assoluto sono patologie dell'illimitatezza del godimento, come la tossicodipendenza, la bulimia e così via. Toutes les pathologies dans le capitalisme absolu sont des pathologies du manque de limite, comme la boulimie, la toxicodépendance, etc. Sarebbe un grave errore pensare che oggi il capitalismo sia, come era in passato, un fenomeno di destra. On commettrait une erreur grave en pensant que le capitalisme est encore aujourd'hui, comme l'était au passé, un phénomène de droite. Proprio perché è assoluto, il capitalismo è insieme di destra, di centro e di sinistra. Exactement pour le fait qu'il est absolu, le capitalisme est en même temps un phénomène de droite, du centre et de la gauche. Potremmo dire che il capitalismo si riproduce a destra in economia, al centro nella politica, a sinistra nella cultura. On pourrait dire que le capitalisme se reproduit à la gauche, à la droite en économie, au centre en politique, à la gauche dans la culture. E di destra la privatizzazione di tutto, la rimozione dei diritti sociali e l'economicizzazione integrale dell'esistenza. C'est de droite la privatisation, l'économisation de tout, et c'était quoi l'autre? La rimozione dei diritti Et sociali. la rimotion des droits sociaux. E invece di centro il fatto che spariscono le ali estreme della politica, quelle contestative, e restano solo movimenti di centro, ora di centrodestra, ora di centrosinistra, che sono interscambiabili fra loro e garantiscono un'alternanza senza alternativa. C'est de centre le phénomène par lequel les ailes extrêmes de droite et de gauche disparaissent, et ce qui reste, c'est seulement des mouvements de centre-gauche ou centre-droite qui nous offrent une fausse alternance par laquelle c'est toujours la logique du capital qui gagne. Come ha detto giustamente Etienne Balibar, domina oggi un estremismo di centro tale per cui in politica il capitalismo si riproduce al centro, con un centro-destra e un centro-sinistra ugualmente succubi del mercato. Comme Jean Balibar l'a dit très bien, Etienne Balibar. Étienne Balibar l'a dit très bien, aujourd'hui il y a un capitalisme qui se reproduit politiquement au centre à travers une extrémisation du centre par lequel les formes d'alternance ne font autre chose que répéter le même message du capitalisme. Infine, culturalmente, il capitalismo dal 68 ad oggi si riproduce a sinistra. Et enfin, le capitalisme, à partir de ce 68 jusqu'à maintenant, culturellement se reproduit à la gauche. Infatti, la stessa lotta sessantottesca delle sinistre contro la borghesia, il 68, è la lotta stessa che dal 68 in poi fa il capitalismo per liberarsi della cultura borghese e affermarsi in forma assoluta. En fait, la lutte conduite par les gauches contre la bourgeoisie est la même lutte conduite par le capitalisme pour se libérer des limites de la bourgeoisie. Le sinistre dal 68 lottano contro la borghesia ma non contro il capitalismo.
Les gauches, à partir de 68, luttent contre la bourgeoisie, mais non pas contre le capitalisme. Le sinistre, cioè dal 68, lottano contro la cultura del padre e dell'etica borghese. Et les gauches, c'est-à-dire à partir de 68, luttent contre la culture du père et contre la culture bourgeoise de la limite. Ma non lottano più contro la schiavitù capitalistica e lo sfruttamento proprio del capitale. Mais elles ne luttent plus contre l'esclavage et l'exploitation typique du capital. In questo senso fanno la lotta stessa che dal 68 fa il capitalismo. Dans ce sens-là, elle conduit la même lutte que le capitalisme conduit depuis 1968. Il capitalismo stesso, infatti, dal 68 mira a liberarsi della cultura borghese per imporsi nella sua forma assoluta e post-borghese. En effet, à partir de 1968, le capitalisme n'a fait autre chose que chercher de se libérer de la culture bourgeoise et de ses limites. Dal 68 in poi, per la sinistra, non è più fondamentale la lotta contro il capitale che fu la lotta di Gramsci e di Marx. À partir de 68, pour la gauche, la chose fondamentale n'est plus la lutte contre le capital, c'est-à-dire n'est plus cette lutte-là qui a été la lutte de Karl Marx et de Antonio Gramsci. Cioè, appunto, dal 68 ad oggi le sinistre pensano che fumare le droghe, il sesso libero siano più importanti delle lotte dei popoli oppressi contro il colonialismo e delle lotte dei lavoratori per l'emancipazione sociale. C'est-à-dire, à partir de 68, les gauches ont commencé à penser que fumer des drogues ou pratiquer le sexe libre, c'est en fait plus important que les luttes d'émancipation contre la colonisation, pour les luttes des ouvriers, pour améliorer leur situation. Dal 68, cioè la sinistra, porta avanti l'idea stessa di emancipazione propria del capitalismo come liberazione individuale interna ai benefici del mercato. C'est-à-dire, à partir de 68, la gauche soutient la même lutte soutenue par le capitalisme, c'est-à-dire l'émancipation vue dans une optique individuelle jouissement personnel et pas lié à une logique sociale. Potremmo dire ancora che il capitalismo assoluto, quale si è venuto realizzando dopo il 68 e sulla base del 68, è come un'aquila con una doppia apertura alare. On pourrait dire que le capitalisme absolu qui s'est formé après 68 et sur la base du 68 est très pareil à une aigle qui est une double typologie dans ses ailes. Vi è l'ala della destra del denaro e l'ala della sinistra della cultura. On a l'aile de la droite de l'argent et l'aile de la gauche de la culture. La destra del denaro distrugge gli stati nazionali per imporre il mercato globale senza frontiere e con delocalizzazione del lavoro. La droite de l'argent détruit les États nationaux pour créer l'économie supranationale de la délocalisation et la delocalizzazione del lavoro
e il mondo del mercato unico globale. La délocalisation du travail et le monde du marché unique global. Sul piano culturale la sinistra, per dirla con Marx, dà la sovrastruttura culturale a questo, legittimandolo. Sur le point culturel, la gauche, pour le dire avec Marx, donne la sovrastructure culturelle à tout cela pour le légitimer. Dice la sinistra della cultura che la globalizzazione è giusta e buona, presentandola sempre come globalizzazione dei viaggi low cost e del multiculturalismo. La gauche de la culture continue à dire que la globalisation en tant que telle est bonne chose, en la présentant comme la globalisation des voies low cost et du multiculturalisme. La destra del denaro distrugge la scuola, la famiglia e ogni identità in nome del capitale come unica norma. La droite de l'argent détruit l'école, la famille et chaque identité au nom du capital élevé à la seule loi. E la sinistra della cultura giustifica simbolicamente tutti questi orrori. Et la gauche de la culture justifie symboliquement tous ces horreurs. Li giustifica dicendo che la famiglia non esiste ed è un'invenzione. Les justifie en disant que la famille n'existe pas et c'est en effet une invention. Lo dice sostenendo che la cultura e la scuola sono vecchie forme borghesi da superare. Le justifie en disant que la culture et l'école sont en effet des vieilles formes bourgeoises qu'il faut supérer. Questo aspetto raggiunge forme paradossali quando i giovani ragazzi di sinistra vanno in piazza a manifestare contro la famiglia mentre sono concretamente impossibilitati, per via delle condizioni di lavoro, a farsene una. Cette justification se manifeste dans des formes paradoxales quand les jeunes gens de la gauche vont manifester dans les places contre la famille, quand en effet ils ne sont pas capables, à cause des logiques du capital, de s'en former une. Per tutte queste ragioni e per molte altre occorre oggi andare al di là della destra e della sinistra. À cause de toutes ces raisons et pour nombre d'autres, il faut aujourd'hui aller au-delà et de la gauche et de la droite. Finché si resta nella dicotomia destra e sinistra, si resta all'interno della legittimazione simbolica del capitalismo assoluto dopo il 68. Si on reste dans la dichotomie droite-gauche, on reste en effet dans la légitimation effectuelle du capitalisme absolu tel qu'on l'a vu après 1968. Bisogna dunque andare al di là di destra e sinistra e riprendere la via di un anticapitalismo in lotta per l'emancipazione del genere umano. Il faut donc aller au-delà de la logique droite et gauche et entreprendre la route d'une lutte contre le capitalisme absolu. E quindi lottare in difesa dell'emancipazione del genere umano. Et cette lutte, c'est la lutte pour la défense et pour l'émancipation du genre humain. Significa cioè riprendere la lotta che fu di Marx e di Gramsci. Ça veut dire en effet reprendre la lutte qui a été déjà de Marx et de Gramsci. Se la sinistra, come oggi accade, è serva del capitale e si disinteressa di Hegel, Marx e Gramsci, occorre allora disinteressarsi completamente della sinistra. Si la gauche, en effet, c'est ça qu'il se passe maintenant, a devenu l'esclave du capital et n'a pas d'intérêt pour Marx et Gramsci et la lutte de classe, et il faut alors se désintéresser de la gauche elle-même.